puisqu'on parlait des émotions, je pense qu'on va aborder maintenant un autre aspect, qui est l'expérience d'Israël. Vous le savez, on a l'image très particulière qu'en Israël, les enfants sont beaucoup plus libres qu'ici. Déjà, ils étudient moins, ils ont beaucoup plus de temps libre, qu'on écoute beaucoup plus leurs émotions. Et on avait envie, avec Claudine Lévy, de revenir sur ça et d'échanger avec Yitzhak Grunwald, qui est inspecteur au ministère de l'Éducation nationale, donc qui a en charge un certain nombre d'établissements, qui lui-même a été chef d'établissement, et qui s'était exprimé dernièrement sur justement cette place de l'écoute de l'enfant. Sa réalité dans le système israélien, ses avantages, ses limites, parce que tout système a ses limites. Que peut-on en apprendre aujourd'hui et que peut-on en tirer comme enseignement pour nos établissements? Merci, Yitzhak Grunwald. Alors, Boker Tov à tout le monde. Merci, Patrick, de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis inspecteur de l'éducation nationale dans le sud du pays, c'est-à-dire de Eilat, plus au sud, jusqu'à ce qu'on appelle Har Hebron, pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, je suis beaucoup en voiture. Comme dirait ma femme, tu devrais mettre dans ta voiture des aspirateurs, des télévisions pour les vendre comme ça lorsque tu te promènes en voiture. Et j'ai sous ma responsabilité 34 écoles. 33 écoles primaires et une Ulpena, un lycée pour filles à Eilat. Et mes propos auront peut-être un certain aspect critique. Donc, je voudrais dire d'entrée que je suis un sioniste inconditionnel. J'adore ce pays et j'aime le système dans lequel je travaille, mais je suis un peu critique et à mon avis, la seule possibilité de faire avancer un système, c'est d'être critique. Enfin, en tout cas, de voir la chose de manière objective. Je voudrais commencer par une anecdote. J'ai été nommé directeur d'école dans la vieille ville de Jérusalem, dans la Kikar Bate Machassé, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Et en fait, j'ai atterri, vraiment, j'ai parachuté comme directeur d'école. J'ai jamais été enseignant. Grave erreur. Enfin, c'est comme ça. À l'époque, ça se faisait. C'est pas au XVIIIe siècle, enfin, il y a une vingtaine d'années quand même. Et j'avais fini l'école de Mandel de formation de leadership, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai été appelé à diriger une école primaire dans la vieille ville de Jérusalem, une très, très, très belle école. Et moi, j'avais, en fait, vous savez, souvent, on est orienté dans sa manière de voir les choses par les propres expériences qu'on a eues nous-mêmes de la vie. Et très souvent, ça nous guide aussi dans notre philosophie, ou philosophie éducative, dans ce cas précis. Et bon, moi, je suis le fruit de l'éducation primaire, en tout cas, école juive française. Et j'ai eu longtemps le sentiment d'avoir été assez transparent à l'école, notamment le vouvoiement au CP. Et je parle de manière générale, je ne parle pas de tous les enseignants que j'ai rencontrés, mais d'avoir été resté anonyme, pour le moins qu'on puisse dire, dans l'école. J'avais pour souhait véritablement de vouloir donner une certaine chaleur à l'école, à l'établissement, un aspect plus familial, un aspect peut-être moins anonyme. Et donc, en fait, il s'avérait que je suis rentré dans une école qui était exactement comme ça, avant que j'arrive, avant que je vienne, avant d'avoir été appelé à ce poste de directeur. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a fait énormément réfléchir. Il s'agit de la veille de Pessah, donc la veille des Pâques juives, et vient me voir une institutrice en classe de 8e qui me dit, regarde, c'est en Israël où on se tutoie, regarde Yitzhak, mes élèves ont écrit des explications sur la Haggadah de Pessah. Ils ont fait des commentaires de la Haggadah de Pessah, donc des grandes exégèses déjà à l'âge de 10 ans. Comme j'ai du tact, j'ai fait un grand sourire, j'ai dit c'est magnifique, c'est bravo. Et puis je pose la question un peu naïve, combien de temps vous avez eu pour apprendre la Haggadah elle-même? Et là elle me répond, ah ça on n'a pas eu le temps. Et là je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand même dans le système. Parce que, et j'ai pensé en fait à mon père,
qui a écrit une Haggadah de Pessah, peut-être que Patrick tu la connais, il m'avait dit une fois, c'était plus de 10 ans d'écriture, avec un bagage intellectuel comme ça, il m'avait dit c'est un peu mon 5e fils. Et là, je vois ces petits gamins de 8e, que j'aime beaucoup du reste, mais qui ont écrit déjà des commentaires sur la Haggadah. Et c'est là que je me suis véritablement dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait. D'ailleurs, peut-être la deuxième anecdote, c'est que j'ai vu des gamins de la classe de 6e qui étudiaient le Moreh Nevuchim, le guide des Écarrés de Maïmonide. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation philosophique. J'ai eu notamment la chance d'étudier chez M. Benny Lévy. Et je demande à ces jeunes philosophes, bon, je ne sais pas comment on est préoccupé par Maïmonide, le guide des Égarés, j'ai un peu... Bon, enfin, disons que... Je leur dis, mais qui c'est qui a écrit ce texte? Alors, ils ont du mal à s'en souvenir. Bon, c'est sorti quand même, Maïmonide. Je dis, mais c'est quel siècle? On dit, 18e, 19e siècle. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand même. Parce que si on ne se souvient pas dans quel cadre le Rambam a écrit ce qu'il a écrit, on est un peu dans le fake, pour ne pas dire la foutaise. Et en fait, moi, j'ai l'impression que toute ma carrière, en fait, aussi bien de directeur d'école qu'aujourd'hui inspecteur des écoles, c'est de remettre un certain équilibre. Et M. Luc Ferry parlait tout à l'heure de l'importance de l'apprentissage de la langue. Moi, je dis souvent aujourd'hui à des directeurs d'école, regarde, tu vois, dans cette classe de Kita Gimel, comment on dit Gimel? CE2? CE1? CE2? CE2. Je dis, regarde, je suis très content d'avoir vu la chorale, d'avoir vu les déguisements, d'avoir vu qu'on a fait des chalotes pour Shabbat. C'est très bien, c'est merveilleux. Mais regarde ta classe, sur 30 élèves, tu en as 10 qui ne savent pas lire. C'est-à-dire que tu as 10, j'emploie un mot exprès un peu fort, tu as 10 handicapés dans l'école. Et je dis ça parce que je dis, ces 10 élèves-là, non seulement ils ne sont pas capables de lire, ils ne sont pas capables de faire du chumash, ils ne sont pas capables de faire de la géographie, ni des mathématiques. Je ne parle pas du fait qu'après, lorsqu'ils verront un match de foot, ils ne seront pas capables de lire Mbappé ou Messi. Ou ils ne seront pas capables d'aller manger une pizza avec ses copains et de commander, parce qu'ils ont du mal à lire le menu. Et comme disait M. Ferry, ça crée des élèves finalement après violents, en tout cas, qui nous créent pas mal de problèmes dans les écoles. Et moi, je crois que c'est ma véritable mission. J'ai pas mal d'écoles Chabad d'ailleurs, donc on parle beaucoup de shlichut, mais je crois que ma véritable mission, c'est de remettre l'équilibre. Et je vais peut-être citer un linguiste, un philosophe, Jean-Claude Milner, pour ceux qui connaissent, qui a écrit un livre qui s'appelle De l'école. Il disait, Milner, que c'est son plus petit livre, celui qui a été le plus vendu. Et Jean-Claude Milner disait, il a une définition assez sèche de l'école, mais je voudrais quand même vous l'exposer. Il dit, il y a 4 axiomes qui font que ce soit une école. Il dit comme ça. Premier axiome, il existe des transmissions. Deuxième axiome, il existe des connaissances. Premier axiome. Deuxième axiome, il y a des connaissances qui sont transmissibles. Troisième axiome, il y a des spécialistes de la transmission, c'est vous. Vous êtes les spécialistes de la transmission, peut-être que nous aussi. Et quatrième axiome, il y a un espace dans lequel on va faire rencontrer des sujets, c'est-à-dire des élèves, avec ces spécialistes de la transmission. C'est ça l'école. Bon, c'est un petit peu réductible, mais je crois que c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Patrick, tu m'arrêtes quand... Et quand je vois, et je crois que c'est très important, comment on appelle les spécialistes de la transmission dans le système israélien? Vous savez comment on appelle les spécialistes de la transmission? Ce sont des mechanchim, des éducateurs. Ce qu'on appelle en France le prof principal, en Israël, c'est un mechanech, un éducateur, ou essentiellement en primaire, une mechanechet, une éducatrice. Et je pense que ce n'est pas anodin. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas de faire l'éducation, ce n'est pas la Corée du Nord ou ce n'est pas la Chine. Il ne s'agit pas de venir pour transmettre ce que l'État veut faire transmettre. Donc, au niveau d'éducation, on ne parle pas d'éducation de masse. Mais il n'empêche que le fait que le prof principal soit avant tout un éducateur, ça en dit beaucoup sur le système israélien. Maintenant, je ne parle pas d'école.
Moi, j'ai une certaine école, j'ai une école à Beersheva extraordinaire, à mon avis, où il y a plus de 70% d'olim d'Éthiopiens. Donc c'est très important, c'est disproportionné. Une école extraordinaire avec une directrice d'école encore plus extraordinaire. Et là, c'est certain que le souci d'éducation est autant présent que le souci de transmission. Il est certain aussi que sur une classe de 30 élèves, on aura peut-être en moyenne 2-3 élèves qui viennent d'une maison qui ne fonctionne pas, où les parents sont parfois divorcés, ou bien il y a le chaos dans la maison. Et le rôle de l'éducatrice, de la mechanechet, sera bien au-delà de la transmission, de l'apprentissage, de la lecture, du chumash, etc. On est bien d'accord. Mais je parle de manière générale, de manière globale. Quel est le but et le rôle de l'école? Et je vous pose cette question parce que quand on a une femme qui est une enseignante, mais qui est une éducatrice, quelle va être sa formation? Quels sont les critères que je vais rechercher chez elle? Est-ce que je vais rechercher des critères qui sont plus proches d'une animatrice, chaleur humaine, capable de parler à un enfant, ou bien je vais essayer de voir quel est son cursus et sa formation? Qu'est-ce qu'elle a appris pour enseigner aussi les mathématiques dans les classes préparatoires, au C1, CE2, etc. Et je crois que la question est en droit d'être posée. Alors, je vais vous dire d'entrée de jeu. Est-ce que je préfère un enfant épanoui à un enfant instruit? Si dichotomie il y a, je préfère un enfant épanoui. Je préfère un enfant heureux. Mais moi, je m'efforce depuis plus de 20 ans à montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. C'est ça, en fait, c'est ça ma mission. Je crois que, et je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, vous comprenez bien que le système éducatif israélien, si j'avais en face de moi 50 directeurs d'école, et je leur disais, je vous pose la question de l'intervention des parents d'élèves à l'école, et là j'aurais un grand cri de désespoir. Et vous savez, on fait entre Mo'uravut et Itarvut, entre être mêlé et, je ne sais pas comment on dit, Itarvut, de manière active. Et les parents se mêlent de tout dans l'école israélienne, mais de tout. Si je vous montre mon WhatsApp, là, bon, exprès je l'ai fermé, parce que comme disait Régis Debray, les écrans, on les écrit. Mais c'est aujourd'hui, ce matin, j'ai eu 3 appels de parents d'élèves. C'est pas parce que je suis inspecteur, ça m'est égal, c'est bien qu'ils m'appellent, mais j'ai constamment des parents d'élèves. Écoute, il faut que tu dises tel prof, telle et telle chose, ce qui s'est passé, mon fils, ma fille, ma grand-mère. Non, pas ma grand-mère. Mais d'ailleurs, quand j'étais directeur d'école, j'ai eu une fois une maman qui est venue avec sa mère. Je lui dis, attends un instant, je vais chercher la mienne aussi, et après on continue. Elle m'a dit, vous croyez que ma maman doit quitter? Je lui dis, ça prendra plus, ce sera plus rapide. Mais, et pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, si le rôle de l'enseignante, c'est l'éducation, les parents ils disent, attends, l'éducation, c'est un peu nous quand même. Donc, on va réfléchir ensemble sur ce qui va se faire dans la classe. Et c'est pour ça que ça crée un véritable chaos dans certaines écoles. Remarquez une chose, que dans le monde ultra-orthodoxe, qu'on appelle Haredi, il n'y a pas de mechaner. Il y a quoi? Il y a un melamed, un enseignant, un transmetteur. Et là aussi, je pense que c'est intéressant à remarquer. D'ailleurs, moi, j'ai des écoles qui sont, vous savez que le système israélien est un peu compliqué. Les écoles publiques religieuses. Donc moi, je suis responsable des écoles publiques religieuses, primaires. Il y a aussi les écoles qui sont c'est tout à fait israélien. Il y a des écoles qui sont mukar she'eno rishmi, c'est-à-dire qui sont reconnues, mais qui ne sont pas officielles. Vous comprenez la chose? C'est difficile à traduire. Hein? Elles sont reconnues, mais elles ne sont pas officielles. Voilà, c'est une manière de... on appelle ça un oxymore, on appelle ça en français? Oxymore, voilà. Je n'ai pas perdu tout mon français. Quand même. Mais, alors, donc je dis vraiment, je crois vraiment, moi je veux un enfant heureux. Moi je ne crois pas que j'étais heureux à l'école.
Et certains profs peut-être, mais dans la plupart, j'étais pas un enfant heureux. Moi, je veux des enfants heureux, mais je dis que la transmission, ça rend les enfants heureux aussi. Un enfant qui sait lire à la fin de la classe préparative, c'est un enfant heureux. Et c'est pas parce qu'on venait là pour transmettre les choses qu'il faut... C'est intéressant. Comment on traduit le mot rigueur en hébreu? Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction pour le mot rigueur. C'est quand même incroyable. C'est invraisemblable. Mais je pense que, si vous voulez, on peut être très proche de l'élève. On peut avoir une relation sincère, ce qu'on appelle begova enaim, c'est-à-dire vraiment une relation proche. Mais de manière très claire, mon rôle est un rôle de transmission. Je dis ça souvent, regardez. Vous voulez une autre anecdote? J'ai le temps encore une autre anecdote. Le dit Tevet. 4 minutes. Le dit Tevet. Je vais visiter une école avec l'inspectrice, une collègue à moi, qui est responsable des conseillères pédagogiques. Elle me dit, viens Yitzhak, on va faire un tour ensemble. On avait prévu sur ce qu'on appelle le climat social. Moi, quand on parlait de climat, je croyais qu'on parlait de... Mais j'ai compris qu'on parlait en fait du climat social. Donc, bon, je lui dis, bon, moi qui parle beaucoup de transmission, je suis prêt aussi à faire du climat un petit peu. Après tout, on va faire de la météo dans les écoles. Non, mais vraiment, ça m'intéresse en plus. Et la directrice me dit, mais viens voir, les élèves font Chevruta. Ils étudient ensemble. Je dis, bon, c'est bien. Chevruta ou mituta, dit la Gemara, c'est ou la Chevruta ou la mort, c'est intéressant. Mais on va voir la Chevruta. Donc, on a des kitot dalet, des classes de 9e, CM1, qui font une Chevruta avec des petits, autour du dit Tevet. Bon, d'abord, j'étais un peu nerveux, j'ai pas bu mon café, j'ai un peu faim. Non, c'est pas vrai. Mais je leur dis aux élèves, bon, bonjour, il y a l'inspecteur qui est là. Il y a du respect quand même pour l'inspecteur. Alors, moi, je dis, vous savez ce que c'est un inspecteur? Ils me disent, l'inspecteur, celui qui est dans le bus, qui vérifie les tickets. Je dis, non, pas vraiment. C'est un peu autre chose. Bon, on parle. Et très heureux d'étudier ensemble. Et je dis aux gamins, c'est magnifique. Là aussi, Et je leur dis, mais c'est quoi le Tevet? Pourquoi on jeûne? Grand silence. Mais c'est incroyable. Mais ils font Chevruta. Donc il y a des grands qui sont censés apprendre petit. Alors il y a un gamin le plus intelligent qui me dit, je crois que c'est lié à Jérusalem. Je dis, ah bravo. Ah bravo. Magnifique. Parce qu'ils faisaient ensemble un atelier de créativité autour de Jérusalem. Et ce qui est surprenant, ils ne m'ont pas parlé du Kaddish Klali. Vous savez que le dit Tevet, c'est un peu compliqué. En Israël, c'est devenu le Kaddish Klali. C'est aussi mémoration de la Shoah, etc. Je ne parle pas de la traduction de la Bible en grec. Je ne parle pas de ça. Juste me dire qu'il y a eu une fissure dans les murailles. Je ne sais pas, on peut parler de Babylonie, rien. Et la directrice, que j'aime beaucoup, à part ça, qui est une femme bien, etc. En plus enregistrée, il faut que je fasse gaffe. Mais je veux dire, elle, quand on s'est assis après, elle n'a même pas pris conscience de... Je dis, mais est-ce que... avant de parler du climat, on va parler de ce qui s'est passé là. Moi, je ne suis pas contre la Chevruta. J'ai passé pas mal d'années à faire Chevruta à la Yeshiva, dans les écoles talmudiques. Mais on était censé savoir quelque chose, qu'on travaillait ensemble à deux sur un texte à part ça. On ne pas que de la création. Je ne suis pas contre la création, je ne suis pas contre la créativité. Si vous voulez, c'est ça que j'essaie de critiquer, de trouver l'équilibre. Je me souviens, encore une anecdote, mais les inspecteurs adorent raconter des histoires, il faut savoir. Mais encore une petite anecdote. En Kitabet, donc CE1, je me souviens dans mon école, les élèves écrivaient un livre. Alors pendant 1 mois, on travaille sur la couverture. Pendant 3 mois, on fait du kishkouch, un petit peu, on écrit un peu. Et après, on fait une grande exposition. Ils sont tous minimum Agnon, Bialik, Amos Oz et David Grossman. Et je ne suis pas contre, moi, vraiment, je n'ai pas une approche, si vous voulez, spartienne, mais pas du tout. Mais je vous assure qu'un élève, il préfère aller jouer au foot que d'écrire, de s'efforcer à écrire à peu près n'importe quoi. Parce que, pour être sincère, en Kitabet, on n'est pas capable d'écrire un livre. Surtout qu'on ne sait pas encore véritablement lire. Et donc, en fait, j'aurai encore, je pense, le temps de... J'ai énormément de choses à dire, mais je vais donner le micro à mon voisin. Si vous voulez un peu
en tant qu'élève peut-être de Benny Lévy, j'ai travaillé un peu aussi sur la chanson sur Emmanuel Lévinas, que je crois même avoir rencontré petit comme directeur d'école. Je veux, si vous voulez, un petit peu reparler de la hauteur de la hauteur sur laquelle vous trouvez. Et cette hauteur, si vous voulez, qui n'est pas en contradiction avec la proximité qu'il y a et avec l'amour qu'on doit avoir pour nos élèves. Merci beaucoup. Merci Yitzhak. Merci pour ces anecdotes aussi, qui sont parfois pas si loin de ce qu'on peut vivre nous aussi.